On se dit que quand même c'est un bon moyen de renouer et de redonner du pouvoir aux élus locaux. Et ça prépare bien les municipales pour le mouvement En Marche. Donc ce texte, il est proposé par le gouvernement, il est passé en commission des lois la semaine dernière, et moi je repars demain parce qu'il est dans l'hémicycle lundi. Donc la volonté, c'est de redonner donc du pouvoir, notamment au maire, en redonnant un pouvoir de police. Pour qu'ils puissent davantage intervenir sur quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas la loi, que ces pouvoirs de police soient augmentés. Donc ça, c'est un premier volet pour lequel les élus sont plutôt satisfaits. Moi, ma remarque, ça va être de veiller quand même à ce que le maire n'ait pas le pouvoir tout seul de décision et que quand même le conseil municipal et les citoyens ils gardent un peu de pouvoir aussi, parce que sinon on va se retrouver avec un maire super puissant et les citoyens qui sont un petit peu oubliés. Et d'ailleurs dans ce projet de loi, les citoyens sont oubliés parce que on avait demandé à ce qu'il y ait un droit de référendum ou que les citoyens soient consultés sur certaines questions. Et bien ça, les amendements posés en ce sens, ils ont été refusés. Et d'ailleurs, je vais faire un aparté sur les amendements. On a décidé de ne pas en poser énormément, parce que de toute façon, soit ils sont déclarés invalides, soit de toute façon ils sont refusés. Je crois que le groupe GDR, il a réussi à en avoir un. Donc ils étaient plutôt contents d'avoir réussi à valider un amendement sur tout l'ensemble des amendements qu'ils ont déposés. Et là, la commission, c'est surtout... la majorité, c'est surtout... a surtout supprimé tous les amendements qu'avait mis en place le Sénat. Donc, en fait, on a passé toute la discussion à supprimer tout ce qu'avait fait le Sénat. Puisque c'est une loi qui est passée d'abord par le Sénat et qui maintenant est à l'Assemblée. On a essayé d'introduire... à l'intérieur de cette loi un volet écologique. Tout a été retoqué aussi. Notamment sur l'eau, faire en sorte que les premiers mètres cubes, par exemple, soient gratuits. Alors, on n'a pas pu le formuler comme ça parce qu'il y a un article qui dit que si les amendements ne sont pas directement en lien avec le texte, ils sont retoqués. Donc, en fait, on est obligé de formuler les choses un peu différemment. Et c'est dans l'argumentation ensuite que l'on défend, par exemple, le programme où on dit qu'il faut que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour la population et pour tout le monde, en fait, pas uniquement pour certains. Donc ça, c'est ce qu'on va continuer à défendre dans l'hémicycle. Bon, ils ont tous été rejetés, de toute façon. Donc, on va continuer à les proposer, mais on ne se fait pas tellement d'illusions sur l'évolution de ce texte. Moi, je le trouve vraiment électoraliste. Et qu'il oublie une grosse partie des citoyens, en fait. Donc ça, c'est le premier texte. Et en janvier, va arriver un deuxième texte qui s'appelle le texte 3D. Et lui, c'est la poursuite de la loi NOTRe, en fait, avec la fin de la décentralisation. Donc, ils se rendent compte qu'au niveau décentralisation, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on a une perte de pouvoir de la part des communes, puisque moi, j'avais demandé, notre groupe a demandé qu'il y ait un droit de veto, par exemple, sur la compétence eau, que si une commune ne veut pas la donner, eh bien, ils puissent la conserver. Ça aussi, ça a été retoqué. Donc, ils ne souhaitent pas que les communes, elles aient un pouvoir de veto, en fait. Comment ? Non ? Voilà, donc tout ça, le pouvoir des petites communes par rapport aux EPCI, on n'arrive pas à revenir en arrière en fait. Parce que bon, ça fait des années quand même que le mouvement fait que les compétences sont passées des communes aux EPCI. Et donc pour l'instant, moi ça ne me convient pas, mais c'est la ligne politique actuelle. Concernant donc, ces EPCI, ce qui pose question
plus largement que les EPCI, c'est quand même la volonté de continuer à fusionner les communes, puisque l'autre jour, au congrès des maires qui a eu lieu à Foix, c'est ce qui a été mis en avant. En Ariège, on a 3 communes nouvelles. Et la dernière, je crois que c'était celle de Val-de-Sauce, où on a fusion de 5 communes qui n'en forment plus qu'une. Et aux prochaines échéances électorales, vous aurez certaines communes qui n'auront pas d'élus les représentants, puisqu'en fait, pour l'instant, ils ont fusionné l'ensemble des listes, donc ils ont un conseil municipal très large, mais ensuite, ils vont redevenir comme si c'était une vraie commune, donc 19. Donc vous aurez des citoyens qui n'auront plus de représentants si les listes elles sont pas faites de façon correcte, on va dire entre guillemets, vous avez des gens qui ne seront plus représentés. Et donc là, l'inquiétude, c'est quand même que la grosse commune, elle prenne du poids par rapport aux petites, que les mairies annexes, qui étaient des mairies dans les communes, elles ferment pour des raisons économiques, puisqu'en fait, entretenir des bâtiments, ça coûte cher, etc. Alors là, ils nous disent que non. Mais dans les faits, on se rend compte que, par exemple, sur les écoles, des fois, les mairies, elles n'ont plus les moyens d'entretenir. Et là, on se dit que ça va être pareil pour les mairies et que du coup, nous, dans nos villages où on a quand même des personnes âgées, on va de nouveau enlever des services et des élus de proximité. Donc moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis opposée à ces communes nouvelles. Je sais que dans le département, il y a beaucoup de maires qui les défendent. Mais c'est plutôt d'un point de vue économique en fait qu'ils se basent, puisqu'ils n'ont plus les subventions, etc., avec la suppression de la taxe d'habitation, par exemple. Donc en fait, ils n'ont plus les moyens de faire fonctionner correctement leur commune, et donc ils sont contraints à la fusion. Donc c'est pas vraiment une volonté délibérée. Donc ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut à mon sens, contre laquelle il faut lutter. Et les moyens qui sont alloués aux communes, c'est pareil, il va falloir trouver des solutions autres, et ça ne passera que par une modification des budgets, et ça se passe à l'Assemblée. Pour l'instant, on ne va pas dans ce sens-là. Concernant les communes, les amendements qu'on a déposés, donc c'était, donc je l'ai dit, sur le volet écologique. Notamment, on insiste beaucoup sur la compétence eau, parce que je sais qu'elle se pose pas mal dans le département et que ça va être un des problèmes qu'il va falloir suivre dans le département. Et on a la problématique aussi liée aux touilles, puisqu'il y a actuellement un collectif qui est en train de faire en sorte que leur voix soit écoutée face à celle du conseil départemental. Donc on se rend compte que les gens, ils sont en train de se mobiliser à travers des collectifs. Donc pour moi, ça c'est la bonne voie aussi. C'est-à-dire que les citoyens s'organisent et que nous, en tant qu'élus, on les aide pas à se structurer, pas à les, je ne sais pas comment dire, mais pas à les encadrer, mais à soutenir leurs actions et à leur faciliter leurs revendications, en fait. Faciliter l'accès aux services, faciliter l'accès aux médias, par exemple. Mais moi, je ne suis pas là pour dire aux collectifs ce qu'ils doivent faire ou penser, mais juste à soutenir, si ça va dans le sens de notre programme, soutenir leurs actions. Voilà, donc ça commence lundi à l'Assemblée, donc on devrait faire le listing de tous les amendements qui ont été retoqués, et parce qu'en fait notre objectif c'est de montrer qu'on a un programme qui est beaucoup plus social, et que celui du gouvernement actuellement, sous couvert d'un discours social et ouvert, fait en sorte que les gens soient de moins en moins bien en fait. Sinon on ne serait pas dans la rue actuellement. Sur cette note où il commence à y avoir un petit peu de recul, est-ce qu'il y a un bilan qui est fait sur le fonctionnement? Est-ce que le ratio positif-négatif, comment est-il? Voilà, c'était juste pour savoir au niveau de l'État comment c'était perçu. Et voilà. Par rapport à... En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a jamais de bilan qui soit fait sur rien. Que le bilan qui pourrait être tiré, là, c'est les élus qui le tirent eux-mêmes par rapport à des situations comme la compétence eau. Mais il n'y a jamais de bilan qui soit fait sur les conséquences de la loi. Là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne veulent pas revenir en arrière parce qu'ils savent que ça ne fonctionne pas bien, mais que déjà, ça a mis sous pression les élus qui étaient en place à ce moment-là, et qu'il a fallu qu'ils mettent en place la loi NOTRe, et que là, s'ils revenaient en arrière, ça referait pression sur les élus qui devraient de nouveau recommencer à détricoter.
Mais du coup, c'est pas rationnel en fait, parce qu'on voit que ça fonctionne pas, que ça pose des problèmes par rapport aux citoyens, parce qu'on s'éloigne de plus en plus. Si on prend par exemple les transports, avant on avait un accès aux personnes qui géraient le transport au niveau départemental, maintenant c'est la région et on n'arrive plus à accéder aux services en fait. Donc on s'en rend compte que le fait d'avoir créé des superstructures, y compris au niveau de la région, là ce qui est sorti sur la région Occitanie, c'est que ça coûte beaucoup plus cher en fin de compte. Donc en fait, ce qu'on fait, moi c'est ce qui me tracasse quand même à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais d'évaluation et qu'on continue, puisque là la prochaine loi, c'est la loi 3D, c'est la suite de la loi NOTRe. Et donc on fait des aménagements à la marge avec engagement et proximité, là, pour essayer de calmer, entre guillemets, les élus qui sentent bien qu'il y a un problème, y compris avec la population, qui n'a plus accès à ces élus et aux compétences et à leurs besoins même basiques. Mais on fait ça me plâtre sur les jambes de bois en fait. Donc, et moi ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'y a pas de vrai bilan, ni chiffré, ni sur... et quand on demande des rapports, ils nous disent on ne va pas encore faire un rapport. Mais du coup, la politique, moi je trouve qu'on manque de recul et de voir quelles sont les conséquences quand on prend une décision en fait. Et c'est là où normalement le rôle du citoyen il devrait être important et de pouvoir évaluer ce qu'on met en place en tant que politique. Sauf que ça, c'est jamais fait, en fait. Peut-être pour rajouter un mot là-dessus, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a un manque d'évaluation, c'est qu'on n'a pas tous les manières d'évaluer les choses. On peut l'évaluer effectivement du point de vue des citoyens, de la perte de pouvoir politique et de l'éloignement des élus et par rapport aux citoyens. Mais en fait, si on regarde véritablement les textes européens, ils sont assez clairs. Il y a une volonté de concentration sur les métropoles. Et donc, ça, c'est des lignes de fond qui ne viennent pas simplement du dernier gouvernement. Enfin, on peut reparler des lois qui ont été faites sous Hollande, voire sous Sarkozy. On peut remonter jusque pratiquement aux années 80. Il y a des lignes de fond qui sont, on va dire, parallèles aux lignes de fond au niveau économique, c'est-à-dire une concentration des richesses au niveau territorial, on va dire au niveau des métropoles, concentration des richesses économiques, concentration des richesses symboliques, concentration des richesses culturelles. Et ça, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui n'est pas voulu. De votre point de vue, c'est certainement très dommageable, du mien évidemment aussi, mais il y a quand même une volonté politique d'aller dans ce sens. Si on prend grosso modo ce qu'a été la politique territoriale, on va dire, dans les 30 Glorieuses et ce qu'elle est sous l'ère du néolibéralisme, on a quand même un basculement qui est assez phénoménal, avec une volonté dans l'époque des 30 Glorieuses d'avoir un équilibre territorial. Alors, on est très loin d'avoir un équilibre parfait, mais par contre, il y avait une volonté de l'État ne serait-ce que d'utiliser les entreprises publiques pour rééquilibrer parfois les choses. Et là, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on concentre à un niveau jamais vu. Je veux dire, si on prend la sociologie des grandes métropoles, c'est des cadres supérieurs plus, et par ailleurs, le reste du pays est vidé de toute sa substance en termes de santé, en termes de culture, en termes de tout. Et donc là-dessus, il y a, de mon point de vue, quelque chose qui dépasse simplement une évaluation. Parce que qu'est-ce qu'une évaluation ? C'est un regard particulier sur un cas particulier. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur la question de la compétence de l'eau, il y a une autre commune qui s'est rajoutée au paquet cadeau là-dessus, c'est la commune d'Antras, qui est exactement sur la même problématique, c'est-à-dire une volonté de garder cette compétence-là et de s'en retirer, puisqu'à de fait, elle lui avait été imposée. Hein, ça, je crois que ça, c'est une autre donnée. L'autre truc qui me paraît, c'est moi j'ai l'impression quand même que ce projet de loi, il ne se contente pas, il est annoncé comme en gros on reflue un peu, on veut adapter tout ça, alors qu'en fait il renforce la situation. Il renforce la situation parce que l'affaire par exemple du pouvoir des maires, c'est en gros leur donner les billes pour dans une situation qu'ils sentent de plus en plus devenir conflictuelle.
d'assumer leurs responsabilités pour imposer les politiques de fait qui sont celles des COMCOM, des politiques nationales qui sont menées. C'est imposer, donner aux maires un rôle de serre-fil sur cette histoire-là, de pousser les gens à un peu obéir, quoi. Hein. C'est plutôt ça, c'est leur renforcer le pouvoir. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Hein. Parce que le pouvoir, c'est effectivement les moyens, c'est-à-dire c'est les projets, c'est tout un dispositif. Là, on est purement dans le répressif. Alors, il y a de cette partie-là une autre question que j'ai, c'est de ce projet de loi, normalement, il va aussi autoriser que les maires se fassent remplacer dans le cadre des COMCOM, non? Alors, c'est une question. Hein. Moi, j'avais lu cette partie-là. Et dernière question aussi, pour avoir une info, c'est-à-dire que ça ne sera pas obligatoirement ceux qui sont fléchés qui pourront venir dans le cadre de la COMCOM. Moi, j'ai reposé ce truc-là. Je pose la question si c'est venu. Et le dernier truc, c'est le type de position par rapport à l'élection des COMCOM. Parce que le montage du dispositif par fléchage me paraît pas très démocratique sur le fond, et même pas démocratique du tout. On tombe dans la situation où on n'a même pas un débat sur les questions des grands projets que portent les COMCOM. Alors qu'ils sont COMCOM ou communauté de tableau, donc il n'y a rien. En fait, ils sont élus entre eux, c'est une sorte d'un patrouillage pas possible, où on élit le président qui sur aucun mandat. Par rapport à ce projet de loi, il y a quand même, ils disent d'un côté qu'ils veulent laisser les pouvoirs aux maires. Mais qu'est-ce qu'ils laissent comme pouvoir aux maires? Pouvoir de police. Le pouvoir d'un flic, c'est tout. Ça veut dire en termes clairs que Macron et compagnie et toute sa bande, ils se sont rendus compte qu'à travers les gilets jaunes, eh ben, ils avaient perdu l'idée de ce qui se passait dans les territoires. Donc ils veulent se servir des maires pour leur servir de relais par rapport à ce qui se passe dans le territoire. Parce que l'État, et en tant qu'ancienne fonctionnaire, je m'en rendais compte, et c'est toujours la vérité, l'État est en dehors de tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans les territoires, à part le relais des maires. Donc, on est en train de fourvoyer les maires dans un débat qui est un faux débat, puisqu'on leur demande de servir en quelque chose, entre guillemets, de flic, et qu'on leur enlève tous les pouvoirs économiques. Tous les pouvoirs économiques vont être transférés au COMCOM. Pouvoir économique où les COMCOM vont faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire puisque le président, d'abord, n'est pas élu directement. Il a le pouvoir des autres maires, voilà. Et comment on fonctionne avec ça? C'est un truc antidémocratique au possible. Moi, ça me choque beaucoup. Sur les problèmes de la gestion de l'eau, il est évident qu'il y a une autorité communale, en principe. Hein. Sauf que j'ai été élu à un moment au comité de bassin à Dour-Garonne. On sait que la perte moyenne de la quantité d'eau à cause de la mauvaise installation des canalisations représente 30%. Un tiers de la consommation d'eau repart dans la terre. Hein. Bon. Autrement dit, ce n'est pas seulement un problème de la commune, c'est un problème du cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, ça ne se gère pas au niveau communal, ça se gère au niveau... Le comité de bassin, c'est même pas les régions, c'est comment les fleuves se distribuent. Oui, tout à fait. Mais alors, j'habite Varilhes et on a refait il y a moins d'un an là, les canalisations. Il y avait encore des canalisations en plomb pour nous délivrer l'eau potable. Non mais enfin, je veux dire, un maire, il a été élu pour gérer sa commune et je l'en félicite et je lui souhaite les meilleures compétences possibles et la meilleure autorité possible. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a aussi des problèmes d'ordre technologique qui dépassent le niveau de la commune. Et alors, je ne sais pas comment on peut aborder ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose qui est au-delà d'un niveau politique, c'est un niveau technologique. Et franchement, ça demande une réflexion, des compétences scientifiques, technologiques, et qu'on ne peut pas passer sous le pied. Hein. Et il n'y a pas que le problème de l'eau comme ça. Hein. Oui.
Il y a aussi le problème de la privatisation des barrages. Hein. Oui, tout à fait. Tu vas intervenir ? Alors, peut-être pour parler vraiment rapidement du rôle des élus et justement de ce que vous évoquiez sur le fait qu'ils deviennent des transmissions, des courroies de transmission de ce que veut l'État. On n'en entend pas ? En fait, là aussi, de la même manière qu'au niveau économique, on utilise la liberté pour obliger les gens à faire certaines choses, au niveau politique, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on laisse des libertés pour obliger les politiques à aller dans certaines directions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les élus locaux, d'une manière générale, soient forcément des gens très différents de vous et moi. Alors moi, pour le coup, je suis un élu, donc ils ne sont pas différents de moi. Mais il y a un certain nombre, on va dire, d'actions qui sont menées en vue de conduire des politiques publiques dans un sens. Je vais prendre un exemple bien précis. La liberté laissée aux communes de décider le nombre de dimanches ouverts par an. Ça, c'est assez simple. Si la commune d'à côté commence à dire moi, ça sera 12, et donc d'attirer une partie on va dire de la manne commerciale vers sa commune, vous allez avoir une pression sur vous pour ouvrir aussi les dimanches. Vous voyez bien la liberté, comment elle est utilisée. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont quand même étudiées de manière à faire en sorte que, naturellement, les élus prennent certaines décisions. Et vous évoquiez aussi tout le débat sur les baisses de dotation de l'État. Baisse de dotation de l'État et pas simplement baisse de dotation de l'État, c'est baisse aussi de l'autonomie financière des collectivités territoriales. C'est-à-dire que la suppression, comme il a été évoqué, de la taxe, alors dans un premier temps taxe professionnelle et puis maintenant la suppression de la taxe d'habitation, fait que les communes n'ont plus d'autonomie financière pour décider des politiques qu'elles veulent mettre en place. Par ailleurs, sous Sarkozy, vous avez eu le gel de la dotation générale de fonctionnement des communes. Sous Hollande, vous avez eu une perte de 11 milliards, c'est-à-dire que les gouvernements de Hollande ont prélevé dans les poches des communes 11 milliards d'euros, et sous Macron, on parle de 13 milliards. C'est-à-dire que pour une commune comme la mienne, Thiers, qui est une commune de à peu près 12 000 habitants, donc pas très différente de Foix, en cumulé, depuis 2014, la commune a perdu 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Si vous faites des investissements, vous pouvez avoir jusqu'à 80% de subventions. Donc la commune a perdu entre 6 millions et 5 fois plus, c'est-à-dire 30 millions. Vous voyez ce que vous pouvez faire en 6 ans avec 6 millions et 30 millions de plus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une dévitalisation voulue, on va dire, des pouvoirs des élus. Et ça, c'est quelque chose contre lequel vous ne pourrez rien véritablement, mais il y a quand même une explication à donner à l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire que la violence qui monte dans la société, après, se reporte sur le premier rempart qui sont les élus de terrain. C'est-à-dire que ce qu'on note de plus en plus, c'est que aussi bien les fonctionnaires territoriaux que les élus de terrain sont les premiers à prendre sur eux la violence de la société qui est voulue par le haut. C'est-à-dire que les élus sont véritablement doublement victimes. Victimes parce qu'ils sont incapables véritablement de lutter contre des politiques qui les dépassent, et de l'autre côté, prennent la violence de personnes qu'en général, ils souhaitent défendre, mais ne le peuvent pas vraiment. Oui, c'est en ce sens qu'ils voulaient redonner du pouvoir aux maires, parce qu'en fait, ils ont 50% des maires, à peu près, qui ne veulent pas se représenter. Donc pourquoi ils ne veulent pas se représenter ? Parce que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir répondre aux attentes légitimes des citoyens. Et que quand tu es un maire, ce que tu as envie, c'est que ta ville elle se développe et que les gens ils soient bien dans ta commune. Et là, ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc, c'est pas tant le pouvoir pour être aux ordres du gouvernement, en fait, l'idée de rendre du pouvoir aux élus. C'est lié effectivement à l'action des Gilets jaunes. Enfin, moi, j'en reviens là. S'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, de toute façon, la volonté politique étant qu'il y ait disparition des communes et fusion en EPCI, la marche, elle était déjà engagée depuis longtemps, c'est ce qui a été dit tout à l'heure.
Par rapport à ce que tu disais précédemment, je viens d'avoir un trou de mémoire là, je me souviens. Les fléchages des listes. En fait, ça a été une discussion parce qu'il y a toute la problématique de la parité. Donc, il y a eu des amendements qui ont été posés pour que dans toutes les communes, il y ait des scrutins de liste paritaires. Et ça, même moi, j'ai voté contre. On est passé au seuil de 500 habitants. Parce que ça me semble compliqué dans nos petits villages, pour certaines communes, d'avoir une liste paritaire. Mais je pense qu'on va y venir, parce que c'est quand même l'avenir et la place des femmes. Si on ne passe pas par là, on ne sera jamais élu, on va dire. Et au niveau des EPCI, c'était un petit peu la même demande, c'est-à-dire qu'il y ait des listes paritaires et que toutes les vice-présidences, elles ne soient pas attribuées aux hommes, et que les femmes, elles servent de caution, comme au conseil départemental. Et encore là, ça y est, on a une présidente. Moi, c'est la seule chose qui me réjouit, c'est que ce soit une femme. Voilà. Surtout qu'elle est très bien. Oui. Non, mais déjà on évolue. Donc, par rapport au fléchage, il faudra que je regarde, parce que ça, c'est en discussion et dans les prochains amendements, en fait. Parce qu'il manque de démocratie au niveau de la représentation et au niveau de l'élection du président aussi. Donc ça fait partie des amendements qui sont en cours à partir de lundi. Voilà. Et après, je ne sais plus, sur l'eau, c'était la collègue qui voulait répondre par rapport à le port. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est un petit peu ce que dit le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la gestion au niveau d'une commune. Et moi, je pense que c'est possible, en fait. Parce qu'on vit dans une commune, mais on a quand même le regard sur les communes autour. Donc, il me semble que la vie de la commune, elle est extrêmement importante. Et du coup... je pense que ce que tu dis, qu'effectivement, il faut avoir un regard par rapport au bassin, mais que quand même, les personnes qui sont au sein d'une commune, elles ont leur mot à dire et qu'elles n'ont pas à le leur imposer.